nouvelle émission d'Histoire de passer la pandémie, maladie et guerre au menu. Thomas Venn, Magali Lagumaltais, Daniel Lemire, Hun Kin Luyen. Petit tour de table, comment allez-vous cette semaine? Magali, je te lance la balle en premier. Ben, écoute, ça va vraiment bien, puis je suis contente d'être là ce soir avec vous parce que vraiment, je me suis trouvé un nouveau projet, puis c'est ça, c'est la radio en ces temps de pandémie. Ça m'a occupée, puis en tout cas, je vous en remercie. Ça occupe, c'est le fun, hein? On a en fait, deux nouveaux cette semaine avec nous. Daniel Lemire, comment ça va, Daniel? Ça va bien, merci. Moi aussi, ça me donne un projet de plus à faire, là, en plus du mémoire à écrire dans ces temps particuliers. On est tous désespérés, voilà, on fait de la radio, on peut passer le temps. Kin, salut! Ah, ça va super bien de mon bord. Là. Je prends ça avec le moins de stress possible. Je devrais peut-être travailler sur mon mémoire de maîtrise aussi, mais une crise mondiale comme excuse. En pandémie, on a le droit, exactement. Et finalement, Thomas, salut. Rebonjour, Thomas. Content de te retrouver. Moi aussi, ça va super bien de mon côté, contrairement à mes collègues qui nous avouent ne pas travailler sur leur mémoire. Moi, je vais dire une fausseté. Je travaille à tous les jours sur mon mémoire, juste pour la bonne parure. Moi, je tiens à vous dire que j'ai fini mon mémoire, donc je ne travaille plus là-dessus. Voilà, c'est réglé. Il est disponible sur le site de l'UQAM, vous irez le lire. Cela dit, on se lance tout de suite parce qu'on a quand même un gros programme aujourd'hui. Deux sujets, comme il a été présenté en introduction, le langage guerrier chez les dirigeants et la peste d'Athènes. Évidemment, on fait un lien entre la pandémie qu'on traverse actuellement et les situations de guerre qu'on a traversées dans le passé. Allons-y dès maintenant, d'ailleurs. Hein. Thomas, Macron continue de parler de deuxième et troisième ligne de défense. Première ligne aussi. Donc, on voit qu'il reprend beaucoup le langage de guerre. Comment cela s'inscrit dans son discours et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Oui, alors effectivement, Emmanuel Macron, comme plusieurs autres dirigeants dans le monde, ont réutilisé ou utilisent du moins un langage guerrier pour parler du combat contre le COVID-19. Les médias aussi ont embarqué avec ce langage-là. Moi-même aussi, il est difficile un peu de ne pas parler de combat et de lutte contre ce virus-là. Évidemment, Macron va l'utiliser d'une manière assez... il va faire des liens assez importants avec l'histoire française, le vécu français, dont la Première Guerre mondiale. Avant de commencer à décortiquer un petit peu plus son discours, je vais vous faire passer un petit extrait de son discours j'ai oublié la date, je m'en excuse. C'est un discours qu'il a fait peut-être il y a 1 ou 2 semaines à propos de la lutte en France. On écoute. Nos fonctionnaires et personnels de santé, médecins, infirmiers, aides-soignants, ambulanciers, secouristes, nos militaires, nos pompiers, nos pharmaciens ont donné dans cette première ligne toute leur énergie pour sauver des vies et soigner. Ils ont tenu. Les hôpitaux français ont réussi à soigner tous ceux qui s'y présentaient. Alors, je remarque quand même qu'il fait état, en fait, il réfère beaucoup au nationalisme également, les hôpitaux français, les infirmières françaises. Donc, est-ce qu'il veut titiller la fierté nationale, justement, avec son discours? Absolument. En ce moment, ce qu'on peut vraiment voir dans tous les pays, c'est quand même un protectionnisme. On a fermé les frontières. C'est nos systèmes de santé qui doivent combattre. Peut-être que l'Organisation mondiale de la santé va aider ou du moins essayer de débloquer les choses à gauche à droite, mais c'est vraiment notre système de santé contre la maladie. Donc, peu importe où est-ce qu'on va, il va avoir ce discours nationaliste-là derrière la lutte au COVID. Et Macron, justement, va le mobiliser en parlant de plusieurs lignes de front. Là, il a juste parlé d'une première ligne de front. Donc, ça serait tous ces soldats-là qui combattent, on pourrait dire, dans les tranchées. Et ce sont les personnes vraiment qui sont à l'avant de cette guerre-là. Les médecins, les infirmières, les infirmiers, les aides-soignants, les pompiers, etc., etc. Le monde qui se met véritablement en danger pour sauver, si on veut, la nation. La deuxième ligne. Justement, la rhétorique de guerre que tu parles est également appliquée au Vietnam. Le gouvernement vietnamien, en fait, a déclaré que le premier vice-vietnamien a déclaré que chaque commerce, chaque citoyen, chaque zone résidentielle doit être une forteresse pour prévenir l'épidémie. Ah, absolument.
Et en fait, ils ont même ressorti des affiches de propagande un peu militaristiques avec « Restez chez vous, c'est aimer la nation ». Oui. Mais là, on peut voir peut-être la différence dans le discours où, au Vietnam, on parle de forteresse. En France, c'est vraiment des lignes de front. Parce que là, la deuxième ligne de front, c'est toute la logistique, c'est toute la nourriture, l'approvisionnement des épiceries, c'est les policiers, c'est toute une gang d'individus qui sont derrière les médecins. Ils ne se mettent pas directement en danger, mais ils le sont quand même un peu. Tandis que la troisième ligne, c'est le restant de la population, c'est le front intérieur. Donc, c'est les gens qui doivent faire leur devoir envers la nation, faire leur devoir envers l'État et rester à la maison. Et on voit Justin vraiment... Trudeau, ici, si on ramène ça au Canada, en fait, Justin Trudeau, lui aussi va mentionner la guerre dans son discours. Hein. Il l'a fait récemment, je ne me trompe pas, spécifiquement la Première Guerre mondiale. Oui, absolument. Et ça, c'était un genre d'appel à la nation. Il va utiliser le mythe de Vimy. Ce discours-là a été fait le 9 avril, justement le début de l'offensive pour prendre la crête de Vimy. C'est le jour de Vimy. Oui, c'était de circonstance, parce que sinon, M. Trudeau n'utilise pas tant de discours guerriers dans le restant de ses discours. Mais on va l'écouter pour ce petit segment. As a country, we've gotten through tough times before. We've stood together, united and strong. On Vimy Ridge, more than 100 years ago today, thousands of Canadians gave their lives so that our country would know peace. Aujourd'hui, nous nous souvenons de ceux qui sont tombés à Vimy il y a plus de 100 ans aujourd'hui. On se souvient des sacrifices qu'ils ont faits pour notre pays. Ils se sont battus pour défendre les valeurs qui sont chères, comme la démocratie, la liberté, l'égalité, pour les valeurs qui définissent encore notre pays. As historians have noted, reflecting on Vimy, it was a moment ordinary people did extraordinary things. Bien, quand même, hein? Mais je veux dire, politiquement, c'est payant parce qu'on fait référence, on met de l'avant des valeurs canadiennes, entre guillemets, on fait référence au moment historique, à un des moments historiques les plus importants de l'histoire canadienne où il y a eu une unité, justement, entre les nations canadiennes. Oui, absolument. Puis c'était sûr que c'était quelque chose qui pouvait être politisé, qui pouvait être utilisé en ce moment-là pour justement dire le Canada est uni, malgré le fait qu'on soit une confédération. On doit s'unir tout le monde ensemble, combattre ensemble contre le COVID-19 et que ça va nous rendre plus forts en tant que nation canadienne, si on veut, si ça existe. On peut le dire. Oui. Puis, en fait, j'ai fait jouer le clip jusqu'à ce segment-là où est-ce qu'il parle des historiens pour dire qu'il a complètement tort. Les historiens, quand ils regardent la crête de Vimy aujourd'hui, le mythe national, on l'a compris. On sait très bien que c'est une construction, mais on voit quand même qu'il décide de répandre ces faussetés historiques afin de réaffirmer l'importance de la lutte et de la solidarité commune chez les Canadiens. Est-ce que, petite question, est-ce que François Legault fait lui aussi allusion à la guerre dans ses allocutions? Parce que jusqu'à maintenant, il semble il a un ton très paternaliste, bon père de famille, on va passer à travers ça ensemble, on va être capable, on va y arriver. Il n'est pas beaucoup dans la réprimande en ce moment. Puis, est-ce qu'il y a eu quelques allusions à la guerre dans son discours? François Legault, oui, absolument. C'était pendant son discours du 25 mars. Il manque un petit peu d'éloquence, contrairement à M. Macron et M. Trudeau, qui sont beaucoup plus théâtrales. On voit qu'ils ont eu des formations en théâtre. M. Legault nous livre son message en style mononcle. Et c'est pas le même style. C'est pas le même style, mais ça fait chaleureux, disons. On l'écoute. Exact. On a actuellement une espèce d'armée de 8,5 millions de personnes pour combattre le virus. Et ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. Puis on va en parler longtemps. Hein? Nos petits-enfants, dans 20 ans, dans 50 ans, vont se rappeler comment le peuple québécois a réussi ensemble à gagner la bataille. Donc, alors, moi, ça me touche quand même. Oui.
En fait, je pourrais lancer une question après là-dessus. Est-ce que François Legault pourrait avoir un discours similaire à celui d'Emmanuel Macron? Est-ce que ça passerait au Québec? Absolument pas. Question large. Moi, je crois qu'il est très important, puis on l'a vu justement avec Justin Trudeau, qui utilise la crête de Vimy, le mythe national fondateur du Canada. Emmanuel Macron, qui utilise la Première Guerre mondiale et non, par exemple, la guerre du Vietnam, la Première Guerre d'Indochine, excusez-moi, la guerre d'Algérie. Il n'utilise certainement pas la Deuxième Guerre mondiale parce que, oui, il y a eu résistance, mais c'est pas très glorieux. Il y a eu plus de collaboration qu'autre chose. Donc, il utilise la Première Guerre mondiale parce que c'est une des grandes guerres victorieuses françaises où ils ont tenu le front pendant 4 ans de temps. Donc, les discours vont changer de nation en nation, tout dépendant de leur propre traumatisme de guerre, je suppose. Le Québec n'ayant pas tant un traumatisme de guerre, on a toujours, le mythe national québécois, ça a toujours été qu'on a été récalcitrant de rentrer dans la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Les volontaires et les conscrits étaient souvent mal vus, en général. Donc, la référence guerrière se fait moins souvent au Québec qu'ailleurs. Puis, on peut aussi voir les États-Unis, il n'y a presque aucune référence guerrière. Mais ça, c'est vraiment lié à la manière que Trump a décidé de gérer le COVID-19 et la pandémie. Donc, oui, c'est absolument lié à l'histoire. C'est très important, en fait. On les voit, ils mobilisent le passé de ces nations-là. Aux États-Unis, en fait, là, Trump, pour lui, l'ennemi, il est intérieur, il est partout, c'est tout le monde sauf lui, là, finalement. Là. Donc, c'est le fake news, justement. C'est MSNBC et compagnie, c'est Fox. CNN. C'est eux autres les ennemis. CNN. Exactement. Puis, je ne sais pas si présentement il a changé, mais pendant longtemps, il ne cessait de répéter le virus chinois, le virus de Wuhan, pour justement dissocier et bien faire comprendre que ce virus-là venait d'ailleurs. C'est assez cocasse parce que même dans les pays asiatiques, ils l'appellent le virus de Wuhan, mais c'est parce que dans ces pays-là, beaucoup ont des rivalités avec la Chine. Et pour eux, voir la Chine manger une coupe de claques sur le visage, c'est toujours très apprécié. C'est le moment de donner des cogner sur le clou chinois, finalement. Et la question qui tue, la question à 5 sous, la question la plus importante de cette émission, sommes-nous en guerre? Alors, évidemment, de toute évidence, non, on n'est absolument pas en guerre. On n'est pas en train de se battre contre une autre nation, contre un ennemi. On est en train on est en train de se battre contre un virus, cet ennemi invisible, si on veut. Mais il y a plusieurs éléments qui nous détachent de la guerre. La présence de la violence, par exemple. En ce moment, oui, je considère qu'il y a de plus en plus on pourrait dire, de violence par proxy ou quand les gens ils vont appeler la police parce que tu as osé parler à ton voisin à un demi-mètre. Et autres. Qui s'installe présentement là, dans nos relations sociales et c'est quelque chose de lent, en fait, qui est en train de se mettre en place. Donc, il y a une mentalité de siège que l'on retrouve souvent pendant la guerre. Parce qu'on est entouré d'ennemis puis on commence on soupçonne tout le monde qui est autour de nous. Mais il y a quand même... Je vais d'ailleurs mettre tous les discours et les historiens à qui je fais référence en bas dans les commentaires. Il y a Xavier Boniface qui a fait un petit clip d'une 20aine de minutes pour vraiment aller chercher les éléments qui ressemblent à la guerre et les éléments qui ne ressemblent pas à la guerre. J'en ai ressorti quelques-uns. Le plus intéressant pour moi, c'était justement la mobilisation de la société. On est quand même tous mobilisés dans cet effort afin de combattre le coronavirus. On se fait demander des sacrifices, donc on reste à la maison, on arrête de voir nos parents, les personnes qui ne sont pas qui ne vivent pas dans le même domicile que nous. Un des plus intéressants que je trouve, c'est la mobilisation des experts. Comme pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, les généraux arrivent au gouvernement et ils vont le conseiller. Le politique a encore la main sur les décisions. C'est elle qui va décider quoi faire. Les experts arrivent et disent ceci, c'est la meilleure marche à suivre. Et c'est ce qu'on voit en ce moment. Comme au Québec, le docteur Horacio et Legault, on peut voir qu'il y a une assez bonne collaboration. Aux États-Unis, c'est vraiment pas le cas. Trump met souvent de côté son expert en épidémiologie, dont je ne me rappelle plus le nom. Oui. Et il va aussi avoir des luttes entre experts pour choisir la bonne marche à suivre. Le médecin français qui dit qu'il faut absolument utiliser la chloroquine
et qui, en fin de compte, c'était pas la meilleure idée. C'est un petit peu comme le général Nivelle pendant la Première Guerre mondiale, qui est arrivé au gouvernement français, a dit « Voici, j'ai la solution pour battre les Allemands. » Il essaye, c'est un flop total. Il ne perce pas les lignes et c'est un énorme massacre dans les offensives Nivelle en 1915-1916, si je ne me trompe pas. Il y a d'autres éléments, évidemment, à l'Union sacrée. Donc, en ce moment, même au Québec, les partis politiques sont critiques, oui, face au gouvernement, mais il n'y a pas tant d'opposition face aux mesures. On est assez, oui, c'est ça. On suit le courant. Il n'y a pas trop de critiques. Ça commence, en fait. Les critiques commencent pas à l'endroit du gouvernement, mais souvent à l'endroit de l'appareil policier présentement, parce qu'on voit des débordements, on voit des policiers qui rentrent dans les appartements alors que la loi sur la santé publique ne leur permet pas de rentrer chez les gens comme ça. Absolument. Donc, il y a des abus de pouvoir réels qui se passent présentement et les critiques qui fusent vont en ce sens-là. Mais c'est vrai que les partis politiques, on est assez bonne entente. On a une bonne entente entre les partis d'opposition et le gouvernement, ce qui en soi est quand même bien en situation de crise. Ken, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? En fait, je crois qu'il va commencer peut-être à avoir des critiques, puisque là, avec la récente vague de décès et d'explosion de cas dans les CHSLD, moi, je m'attends qu'il y ait plus de critiques aussi à l'égard de l'appareil de santé québécois. Mm-hmm. Et il y en a eu, en fait, de la part des libéraux qui ont commencé à critiquer Legault. Ma propre députée à Verdun a fait un petit vidéo pour dire « On supporte les CHSLD ». J'avais vraiment le goût d'y envoyer des nouvelles sur les réformes Barrette qui ont absolument détruit la stabilité de ce système-là. Mais bref, pour revenir à la question de la guerre, évidemment, il y a beaucoup d'éléments qui ne ressemblent pas à la guerre. Par exemple, on n'est pas en période de rationnement. Oui, on va faire la file devant l'épicerie, mais il y a du stock en masse. Et on n'est pas prêt de tomber dans une période de rationnement. Mm-hmm. Est-ce qu'on pourrait avoir une rupture des chaînes d'approvisionnement? Éventuellement, un éclatement de conflits plus violents? Je crois que oui. Dans le plan de route. Je crois que oui, absolument. Par exemple, là, c'est le ministère de l'Agriculture, si c'est bien le nom de ce ministère-là, qui, la plus grande canne pour les agriculteurs du Québec, c'est de ne pas avoir accès à leurs 24 000 travailleurs étrangers. Ouais. Les récoltes de cet été sont menacées si la population québécoise ne se mobilise pas et ne se sacrifie pas pour aller faire les récoltes. Fait que, étudiants au chômage, nous avons du travail cet été, c'est garanti. Mais tout ça pour dire que nos dirigeants parlent vraiment de ce qui arrive en ce moment en termes de guerre totale. Les trois exemples ont fait référence à des guerres totales aussi. La Première Guerre mondiale, évidemment, pour Legault, pour Trudeau et pour Macron. Legault qui dit qu'on est armé de 8 millions de personnes, il n'y a rien de plus total que ça, là, de dire que l'entièreté de la population se mobilise, était en guerre. Et je crois que l'élément le plus important, c'est que la victoire contre le COVID doit être totale aussi. Comme dans une guerre totale, l'élimination absolue de l'ennemi est impératif. Il n'y a pas de négociation du côté humain. On pourrait dire dans une guerre totale, on élimine la négociation. Contre le COVID, ça va de soi, on ne négocie pas avec le COVID. On va gagner quand le COVID va être parti. Exact. Là, ça va bien aller. On a des arcs-en-ciel partout, fait qu'on garde le pouvoir. Je propose une petite pause rapidement, une petite virgule audio et vidéo. Laissez le genre, nos auditeurs, nos auditrices de respirer, et puis on vous revient tout de suite. Bonjour, bienvenue à Histoire de passer la pandémie. Deuxième blog de cette deuxième émission, en fait, ça va assez bien, David de Girard au micro. On parle aujourd'hui de guerre et maladie. On poursuit sur le sujet. Avant de passer à une autre période historique, Kim, toi, je voulais te demander, en fait, par hasard, comme ça, les gens qui ont vécu une crise auparavant, qui ont vécu une guerre, comment est-ce qu'ils traversent la crise aujourd'hui? Comment est-ce qu'ils vivent ça?
Eh bien, t'es très chanceux de m'avoir ici ce soir. Ma mère et sa sœur, en fait, ont vécu la guerre du Vietnam du début à la fin. Ma mère étant née en 1958, elle a vu toute la guerre jusqu'en 75 et même la troisième guerre, la guerre sino-vietnamienne, la troisième guerre d'Indochine. Et en fait, c'est particulier puisqu'on est capable de faire quelques parallèles avec la guerre du Vietnam. Par exemple, ma mère se rappelle que durant la guerre du Vietnam, il y avait des couvre-feux le soir, que les gens ne circulaient pas le soir pour éviter de se faire tuer durant, par exemple, des bombardements surprises la nuit ou tout simplement parce que le gouvernement sud-vietnamien voulait s'assurer qu'il n'y ait pas des infiltrateurs qui se promènent la nuit. Mais le jour, les gens vivent. On voit des photos très vibrantes de Saigon et d'autres villes vietnamiennes où est-ce qu'on voit des voitures dans les rues, on voit des grandes foules qui se promènent. Mais sinon, l'épreuve de la guerre, avec son lot de traumatisme, permet aussi une sorte de stoïcisme. Par exemple, ma mère, elle a déjà vu la tête d'un gamin atterrir devant elle après une attaque communiste. Et ça fait que ma famille, entre autres, est très, très indifférente. Pas nécessairement indifférente, on prend les choses au sérieux, mais on ne semble pas paniquer. Également, d'un point de vue culturel, ça fait que souvent, ils trouvent que, par exemple, les gens qui refusent de se mettre en quarantaine ou qui refusent de rester confinés ou qui chialent contre le confinement, c'est des gens qui sont un peu faibles. Parce que ce n'est rien rester à la maison quand il n'y a pas personne qui vous lance des bombes dessus. Non, effectivement. Et que les sacrifices, en fait, sont nécessaires parce que la maladie est plus dangereuse que les sacrifices qu'on nous demande. Que le confort, ça ne sert à rien d'être confortable si on meurt. Non, effectivement. Ça... si on meurt, on n'aura pas le petit voyage aux États-Unis l'été prochain. Exactement. Merci. En tout cas, ça aide à mettre ça en perspective. Ça aide à développer sa propre résilience à travers cette crise-là. C'est pour ça qu'on fait cette émission-là. Je vous propose de passer, de parler de guerre et maladie et continuer sur le même sujet en changeant d'époque et en tournant notre regard collectif vers Athènes. En Grèce. C'est en Grèce, Athènes, quand même. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que Athènes, Magali? Un morceau de robot. Qu'est-ce qu'elle avait de spécial? Bien, c'est une pandémie qui a été vraiment importante et qui a causé beaucoup de ravages, mais qui a causé aussi une sorte de casse-tête à des archéologues en 1994-95 environ à Athènes, comme ça arrive vraiment souvent dans cette ville, mais aussi on peut penser dans des pays comme l'Italie ou l'Égypte. Il y a eu une découverte. Alors qu'on faisait des travaux de construction, on est tombé sur plus de 1000 tombes qui dataient des 5e et 4e siècles avant notre ère. Donc, très ancienne. Puis une de ces tombes-là qui a vraiment surpris nos archéologues, c'était une fosse commune qui contenait les restes de 90 personnes, dont 10 enfants. Et elle avait quelque chose de particulier, c'était que les premiers corps qui étaient ensevelis dans le fond étaient très bien disposés. Il y avait une bonne couche de terre entre les couches de corps. Et puis après ça, il semble avoir eu quelque chose, un changement dans les pratiques. Les corps étaient littéralement jetés pêle-mêle dans la fosse sans aucune terre ou presque rien qui recouvrait leurs ossements. Et là, je vous lance... Oui, c'est ça, je vous lance la question. Est-ce que vous avez des idées? Puis-je répondre? Vas-y. All right. Moi, je pense que c'est des gens qui sont morts d'une épidémie et que, dans le fond, dans la panique, on a juste creusé un trou, on a balancé le cadavre dedans, on a recouvert ça dans l'espoir que ça ne contamine pas le reste de la ville, et ainsi que les pauvres types qui étaient prêts à enterrer ces cadavres. Oui, en fait, ça a été ça un peu la réflexion de nos archéologues après beaucoup de réflexions, parce qu'on s'est dit, est-ce que ce serait des soldats? Est-ce que ce serait des ennemis? Mais en fait, pourquoi les premiers corps seraient bien disposés? C'est comme une marque de respect de bien aligner les gens. Au contraire, jeter un peu les gens pêle-mêle, c'est plutôt une marque d'irrespect, mais ici, je ne pensais pas que c'était le cas, puis que vraiment, c'était une marque juste de l'urgence. On aurait perdu le contrôle. C'est ça, d'une perte de contrôle totale, qu'on a agi comme ça parce qu'on n'avait juste simplement pas le choix. Et justement, la datation de ces restes humains, ça datait justement de cette fameuse époque de la guerre du Péloponnèse. C'est un immense conflit dans l'histoire grecque dont vous avez peut-être entendu parler. Ça opposait Sparte d'un côté et Athènes, deux cités qui étaient rivales avec leur groupe d'alliés respectifs. Et c'est un conflit qui va durer pendant plus de 25 ans. Est-ce que les victimes, est-ce qu'elles seraient des victimes de cette guerre-là? Oui, bien justement, en fait, cette peste qui a frappé Athènes,
c'est au tout début de la guerre du Péloponnèse. Pour être plus clair, là, c'est environ 430 à 426 avant notre ère. Et donc, c'est vraiment, en quelque sorte, des victimes collatérales de cette guerre-là. OK. Et Mhm. donc, Et la puis, peste bubonique a frappé Athènes. non, justement, là, ça devient compliqué un peu, hein, parce que on a le terme de peste d'Athènes. On s'attend, dans notre imaginaire, à voir cette peste qui a frappé le Moyen-Âge, la peste noire, mais au contraire, dans l'Antiquité, c'est vraiment commun d'appeler les maladies sous le terme de peste, ou en fait sous un terme qui aujourd'hui est traduit par le mot peste. Malheureusement, ça ne désigne pas la maladie que nous connaissons comme la peste. La vraie première peste, ça fait beaucoup de fois que je dis le mot peste, je m'excuse, mais ça va se déclarer juste en 541 après Jésus-Christ, donc plus de 1000 ans plus tard. Donc, on n'a pas affaire à la peste. Quelle serait la maladie en cause à Athènes? Oui, bien, en fait, c'est un peu difficile à dire. On a Thucydide, qui est un historien ancien, qui est un grec, qui est un athénien, qui va écrire une histoire de la guerre du Péloponnèse et qui va décrire les symptômes des malades. Là. Il va parler d'un feu intérieur qui consume les gens. Mais le problème, c'est que pour les historiens que nous sommes aujourd'hui, on a nos lunettes du présent pour regarder le passé et leur conception de la médecine dans l'Antiquité était tellement différente de la nôtre, était tellement particulière qu'on n'est pas certain de bien comprendre ce qui nous rapporte. Puis il y a même des symptômes ou des choses qui ont l'air un peu farfelues parce que les gens dans l'Antiquité ne comprenaient pas la même chose que nous. Ils ne savaient pas que ça existait des virus, des bactéries, n'avaient pas vraiment des notions de médecine, en fait, moderne qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est vraiment dommage parce que c'est impossible de dire avec précision quelle était la maladie, mais selon ce que j'ai lu, parmi les maladies suggérées, il y en a une qui revient de plus souvent, et c'est le typhus, qui est une maladie vraiment redoutable qui se transmet par les poux qu'on a dans les cheveux, par exemple, nous les humains. Et c'est en fait une maladie aussi que... Oui, excusez-moi. Thomas voulait intervenir sur le typhus. Ah oui, va. Ah, non, c'était pas forcément sur le typhus. Je voulais juste savoir en quels termes Thucydide parle de cette maladie-là. Voici, on peut faire des parallèles avec ma chronique d'avant. Est-ce qu'on parle littéralement de guerre ici contre la maladie? Ou vu qu'on est dans un état de guerre déjà, c'est quelque chose de complètement parallèle à tout ça? Eh bien, c'est pas tout à fait en termes de guerre, je te dirais, c'est beaucoup plus en termes de désespoir et de description de ce qui se produit. En fait, justement, j'ai comme un extrait de Thucydide qui peut nous dire, qui peut nous informer en fait sur comment la maladie s'est déclarée à Athènes. Et ce qui nous rapporte, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais Thucydide il a lui-même été atteint de la peste d'Athènes, donc il est bien placé pour rapporter ce qui se passe parce que c'est un survivant. Il a survécu. On peut guérir la peste d'Athènes. Oui, on peut guérir. Comme le typhus, en fait, ça m'a fait penser que c'est une maladie qui frappait beaucoup les prisonniers des camps de concentration durant la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Justement, si ma mémoire est bonne, je pense que c'est ça qui a tué Anne Frank, en fait. Ça se pourrait fort bien parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été affectés à cause des conditions sanitaires absolument horribles. Inexistantes. Oui, c'est ça. Et donc, si je reviens à notre Thucydide puis la déclaration de la maladie, en fait, il nous dit que ce serait une maladie qui se serait développée en Éthiopie et qui aurait voyagé via l'Égypte. Et c'est par un bateau égyptien qui serait venu au port d'Athènes, qui s'appelle le Pirée, que la maladie serait entrée dans la cité. Et il va nous décrire que c'est une maladie là, qui n'a aucun précédent en termes d'impact et c'est une maladie nouvelle. Donc, si vous me permettez, je vous lis un extrait de son livre 2 de l'histoire de la guerre du Péloponnèse qui décrit un peu ce qui se produit à ce moment-là. Alors, il nous dit « Nulle part on ne se rappelait pareil fléau et des victimes si nombreuses. Les médecins étaient impuissants car ils ignoraient au début la nature de la maladie. De plus, en contact plus étroit avec les malades, ils étaient particulièrement atteints. Toute science humaine était inefficace. En vain, on multipliait les supplications dans les temples. En vain, on avait recours aux oracles ou à de semblables pratiques. Tout était inutile. Finalement, on y renonça, vaincu par le fléau. » Alors là, il dit qu'il se contente de décrire quelques caractères de la maladie. Il va poursuivre pendant une description assez poussée de tous les symptômes, je crois que je vous épargne, parce que c'est quand même assez long. Mais il y a quelque chose qui est intéressant, en fait, c'est qu'il nous dit
Ce qui aggrava le fléau, ce fut l'affluence des gens de la campagne dans la ville. Ces réfugiés étaient particulièrement touchés. Comme ils n'avaient pas de maison et qu'au fort de l'été, ils vivaient dans des baraques où on étouffait, ils rendaient l'âme au milieu d'une affreuse confusion. Ils mouraient pêle-mêle et les cadavres s'entassaient les uns sur les autres. Oui, Toutes parce les qu'il faut dire coutumes... qu'avec la guerre, en fait, les gens des campagnes s'étaient sauvés vers la ville et contrairement à ce qu'on voit d'habitude, où on voit un exode des villes vers la campagne, là, c'est un peu différent. Oui, Quelque chose? contrairement aux gens qui ont fui à leur chalet peut-être ou qui voulaient se louer un chalet pour fuir, passer la crise dans les Laurentides ou je ne sais. Ben, en fait, là, oui, c'est qu'on est dans une période de la guerre du Péloponnèse où les Spartiates vont faire des raids, des incursions sur le territoire d'Athènes qui s'appelle l'Attique. C'est comme une grande région. Ils vont vraiment ravager tout le territoire. Et ce qui va pousser en fait les Athéniens à se faire... à rentrer dans les murs de la ville et à être un peu assiégés parce qu'ils ont peur de ces raids, puis en même temps, ça détruit les récoltes. C'est très difficile pour les gens qui travaillent la terre autour de la cité. Donc, en plus de la population urbaine normale, on a tous ces réfugiés, comme les appelle Thucydides, et qui meurent parce qu'ils sont entassés dans des conditions sanitaires qui ne sont pas adéquates. Et il nous dit après que toutes les traditions en vigueur au niveau des sépultures étaient abandonnées, là, puis que des fois, il y avait juste des cadavres qui jonchaient les rues, puis que même les oiseaux charognards ne venaient pas les manger, tellement ils étaient toxiques un peu. Donc, c'est quand même assez impressionnant comme description. Je vous invite à aller lire à un moment donné, si ça vous intéresse. Ouais. Finalement, Kim, ton histoire, là, c'était soft. Tu vois-tu? Ouais, vraiment. Relativiste, là, puis Thomas? Oui, en fait, je voulais un petit peu revenir sur un élément que tu as souligné sur comment cette peste était soupçonnée d'être venue d'Éthiopie, passant par l'Égypte et arrivant enfin à Grèce à travers les ports. Je pense qu'il est quand même très intéressant à souligner que dans presque la totalité de l'histoire humaine, les maladies voyagent. Et c'est peut-être une petite critique que je rends aux personnes qui critiquent la mondialisation, qui disent « Ah, c'est à cause de la mondialisation que les maladies circulent. » Oui, mais ça fait des millénaires qu'il y a des routes commerciales qui relient l'Asie à l'Europe et autres, qui font en sorte que ces maladies circulent. Ça prend plus de temps, ça va de soi. La peste noire, la peste bubonique a quand même pris, je pense, une trentaine d'années à traverser l'Empire mongol avant d'arriver en Europe. Et il l'a frappé 3 à 4 fois de suite. Mais c'était tout simplement une réflexion sur cette idée-là que les maladies humaines circulent énormément à cause des routes commerciales. Oui, puis c'est tellement vrai. Puis des fois, c'est même pas si long que ça. J'ai parlé à un moment donné, je pourrais mettre un lien si ça intéresse les gens, de la peste antonine, qui est une autre... en fait, c'est la première pandémie mondiale qui avait frappé l'Empire romain. Cette fois-ci, c'est plus tard dans l'histoire, mais ça s'est déclaré probablement à cause de contact avec des rongeurs africains, puis ça a créé une maladie qui aurait peut-être éclos d'abord dans la région de l'Arabie, puis après, à peine 3-4 ans plus tard, elle aurait dévasté l'Empire romain. Donc, en 3-4 ans, boum, on est arrivé. Donc, c'est pas si long que ça qu'on y pense pour les moyens de communication qu'il y avait évidemment dans l'Antiquité. Et la région de l'Arabie, c'est quoi exactement? Mais c'est exactement la même région que l'Arabie saoudite aujourd'hui, la péninsule arabique. Ouais. Donc, c'est les mêmes noms, c'est facile. C'est pratique. Les mêmes zones géographiques. Et puis, comment, en fait, les conséquences de la peste, de la maladie? C'est difficile, malheureusement, de les évaluer avec l'histoire de l'Antiquité. Je vais familiariser nos nouveaux auditeurs. C'est toujours beaucoup de mystères, donc il faut apprivoiser. Mais Thucydide nous donne... Oui, c'est vrai. Thucydide nous donne quelques étalons. En fait, il ne nous parle pas des morts civiles qui sont trop nombreuses, mais il va parler en termes des soldats de la cité d'Athènes. Donc, il nous dit dans une première phase de la maladie, il y a 1050 hoplites, ça c'est les soldats de l'infanterie, sur 4000 qui sont morts en 40 jours dans une première phase. Donc, c'est quand même assez dévastateur. Et dans une deuxième vague, on recense 4400 de ces hoplites qui sont décédés et 300 cavaliers. Donc, quand même. Puis on parle d'une cité qui est en guerre, donc on voit que ça a un impact
Ça change en fait une armée au complet. Là. C'est ça. Ce sont aussi des hommes assez jeunes en général, qui sont censés être en bonne santé, qui sont là pour justement défendre la cité. C'est aussi les citoyens qui participent à la gestion de la cité. On est citoyen, on est soldat, on porte beaucoup de chapeaux dans la peine classique. Et c'est aussi à ce moment-là que finalement le stratège Périclès, c'était comme l'homme politique le plus important du moment. C'est lui qui avait le plus d'influence sur ses camarades dans la démocratie. Mais il est mort en 429, donc au tout début de cette épidémie, non sans avoir perdu déjà ses 2 fils légitimes avant lui de la même maladie. Donc il y a eu une sorte de vide aussi au niveau du pouvoir, parce que c'est quelqu'un qui était là depuis longtemps, qui avait beaucoup d'influence. Donc on a eu plusieurs factions après ça qui se sont un peu affrontées pour reprendre l'ascendant de la cité. Wow, quand même. Kin, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, justement, c'est assez fascinant que tu mentionnes la maladie qui dévaste les soldats, parce qu'en fait, c'est très intéressant. C'est jusqu'à très récemment, en fait, que les soldats commencent à mourir plus des combats que de la maladie. Parce que notamment à cause des avancements technologiques en matière de santé, notamment, je pense que c'est seulement à partir de la Deuxième Guerre mondiale qu'on voit qu'il y a de moins en moins de soldats qui meurent de maladies et de plus en plus qui meurent de combat, parce qu'on a accès aux antibiotiques et à des systèmes de traitement médical très, très optimisés. J'ai évidemment en tête 1918 avec le front, avec la grippe espagnole, en fait, qui s'est répandue parmi les soldats du front avant de ramener ça ici en Amérique, quand ils sont retournés chez eux à la fin de la guerre. Thomas, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, c'est la manière que tu expliques les choses, excusez-moi. C'est comme si les Athéniens, ils sont pris dans une cité complètement assiégée, isolée. Je voulais savoir si on a des écrits sur le sentiment de ces individus-là. Nous autres, on est en confinement, ça fait peut-être un mois. On commence à trouver les 4 murs de nos appartements un peu envahissants. On veut sortir, etc. Je voulais savoir du côté des Athéniens, qui non seulement ils ont un ennemi spartiate qui rôde dans les campagnes, avoir cette maladie-là à l'intérieur des murs, c'était quoi les sentiments? Ouais. J'aimerais pouvoir en aligner beaucoup, mais c'est surtout Thucydide qui nous rapporte, qui est notre grande source littéraire pour le moment. Puis je pense que ça se traduit bien dans l'extrait que je vous ai dit quand on parle de ce désespoir, qu'on essaie de faire des supplications dans des temples, on consulte les oracles, il n'y a rien qui fonctionne. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est intimement relié pour les gens à cette époque, la santé et la colère des dieux. Ensuite, il y a une pestilence, il y a sûrement une colère divine. Je reprends mon exemple de la peste antonine qui va survenir plus tard, mais l'explication que les Romains avaient pour cette maladie-là, c'est véritablement qu'on avait déshonoré donc on avait fait on avait saccagé un temple d'Apollon, et c'est le dieu Apollon qui aurait été fâché de cette situation-là, qui aurait envoyé cette peste, cette maladie pour dévaster et pour que, en fait, les humains payent leurs crimes qu'ils avaient fait aux dieux. Donc, j'imagine que les gens étaient vraiment dans un mode on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on a fait aux dieux, on va essayer de les apaiser, mais ça fonctionnait pas visiblement parce que on sait que ça fonctionne pas exactement comme ça, nous, mais eux, ne le sachant pas, vont essayer vraiment puis ils vont constater que ça fonctionne pas. Ils y allaient avec les moyens du bord. Moi, quand j'entends ça, ce qui me titille, en fait, ce qui me fait rire, c'est qu'un jour, les gens vont regarder ce qu'on a fait ici. Tu sais, comme moyen pour contrer l'épidémie ou la pandémie, puis ils vont faire « Hey, ils ont fermé tout le monde chez eux. » Ouais. C'est toujours ça un peu. On regarde la médecine, comment ça se faisait avant. On faisait des saignées. On trouve ça horrible aujourd'hui de faire des saignées. Mais on y allait avec les moyens qu'on avait, la technologie qu'on avait, et c'était l'état de la connaissance à l'époque. Donc, on faisait avec ce qu'on pouvait. Kim? Justement, je voulais continuer. C'est très fascinant de voir comment la compréhension du corps humain a évolué depuis le début de l'histoire. Je veux dire, on est passé de gens qui croyaient, par exemple, en des humeurs à aujourd'hui, où est-ce qu'on a des gens qu'on est capable d'ouvrir un corps vivant, rafistoler le trou et le fermer. Et la personne, après peut-être quelques années, elle est capable de marcher. Oui, c'est moins ça présentement. Mais Magali, on comprend que Athènes a perdu. Oui. Quand même, un siège, une maladie, ça n'a pas dû l'aider. Est-ce que la maladie a mis un terme à la guerre?
Bien, ce qui est surprenant, c'est que non. Les estimations des historiens, pourtant, là, même si c'est difficile de savoir combien de personnes ont péri, là, les plus grosses des estimations vont jusqu'à dire qu'Athènes a perdu un tiers de sa population. Donc, on aurait pu penser que c'est ça qui a mis Athènes à genoux et qui mis fait au conflit, mais non. Et même que c'est drôle parce que la crainte de la maladie va retenir les Spartiates d'aller ravager le territoire athénien en 429. Puis ils vont comme on va se garder une petite gêne, ça fait peur tout ça. Puis faut la en ramener fait, chez nous, ça. Ouais, c'est correct. oui, c'est ça. Ils vont rester tranquillement chez eux pour cet été-là parce qu'on comprend que la guerre se passe surtout dans les mois d'été. Puis même en 426, la peste fait toujours rage et il y a eu un tremblement de terre aussi. Donc c'est comme perçu comme un double signe que les dieux sont très, très mécontents. Tremblement de terre, peste, ils se sont dit non, on ne rentre pas cette année-là non plus. Donc, ça a donné peut-être une petite pause, étrangement, aux Athéniens. Et malgré la situation, il faut comprendre qu'ils sont impliqués militairement sur plusieurs fronts, disons plusieurs endroits, et que les actions militaires n'ont jamais vraiment cessé malgré la maladie qui semble revenir par vagues successives. Et finalement, cette guerre-là, comme je l'ai précisé plus tôt, ben, elle va durer plus de 25 ans, donc elle va se poursuivre jusqu'en 404 avant Jésus-Christ. Et si Athènes va finir par perdre, ben, c'est pas vraiment lié à cette peste-là, parce qu'il y a eu tellement, c'était tellement long comme conflit, il y a eu des moments où Athènes dominait, Sparte dominait, puis bref, ça n'a pas nécessairement eu, je pense, d'impact final pour la défaite d'Athènes. Merci, ça nous éclaire un peu plus sur une période ancienne. On voit. J'espère. Il en passe des choses dans l'histoire. En effet. C'est intéressant. L'Antiquité, c'est toujours très intéressant également. C'est une source très riche d'informations. Cela dit, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Laisser le temps aux auditeurs et aux auditrices de digérer tout ça. Et puis, la semaine prochaine, on vous revient avec un nouveau panel, avec de nouveaux invités également. Je n'ai pas vérifié, j'ai oublié. Faut avouer qu'on est en planification. Comme tout le reste, évidemment, ça s'est placé très vite, ce projet-là. Et puis, on devrait être là jusqu'en juin avec vous. Les chroniques se décident. On devrait avoir une idée très rapide de comment va se dérouler la suite des choses. Cela dit, je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui et j'espère que vous avez apprécié la discussion. Avec nous, il y avait Daniel Lemire, silencieux, mais toujours présent. Allô. Magali Lagumaltais, merci. Merci à toi. Winkin Nguyen. C'est bien ça. Je pratique toujours difficile avant l'émission et des fois je me trompe, je m'en excuse. Oh, c'est correct. Il n'y a pas grand monde qui sont capables de le prononcer. Et finalement, Thomas Venn, merci également à toi. Merci beaucoup à vous. On remercie aussi le régisseur anonyme qui n'a pas voulu se faire identifier. Mon nom est... On le salue également. Mon nom est David Girard et vous écoutiez Histoire de passer la pandémie.